demande pardon de vous avoir fait attendre. Et je commence, et je continue. Alors nous en sommes à la seconde partie. La première partie s'est conclue sur le pilote et le radiotélégraphiste qui tondent des moutons. L'essentiel, les notions apportées ayant été l'universalité des continents, enfin des villes sur les continents, la danse des mutations et la rupture. Ce drame où la petite fille n'a pas prononcé un seul mot. Et maintenant nous retrouvons notre l'équipage qui naturellement a été muté, peut-être un autre radio, ça je ne sais pas. Nous le retrouvons en Amérique du Sud, à Buenos Aires, où il est affecté. La danse des mutations continue, et l'on peut rappeler à ce sujet que certaines désespèrent les hommes qui leur sont soumis, et d'autres au contraire les enchantent. Je me souviens par exemple de ce camarade de Casablanca qui s'appelait Ville. Ville avait une mignonne, ou plutôt une demi-mignonne que l'on appelait la torpille parce qu'elle lui faisait une vie strictement intolérable. Et Ville n'arrivait pas à se débarrasser de la torpille. Ville me disait: ah là là, dire que si j'étais marié, je pourrais divorcer. Et il subissait la torpille sans qu'on puisse jamais prévoir son sauvetage. Un jour, alors que tout de même il l'évitait comme la peste dans le domaine professionnel, d'où il pouvait heureusement l'exclure, ce qui lui donnait tout de même la tranquillité de ses courriers et de ses séjours sur les terrains, un jour il l'invite à l'accompagner au terrain de Casablanca pour son départ en courrier. Il montait en courrier sur Toulouse, ça lui arrivait 2-3 fois par semaine, et il a invité la torpille. Et la torpille était très flattée de cette attention, et elle accompagne Monville. On pilotait alors des avions découverts et des Breguet 14, et du haut du Breguet on pouvait parler encore aux gens qui étaient par terre. Et très gentiment, il emmène la torpille jusqu'au Breguet, il monte dans le Breguet, fait mettre son moteur en marche, il fait son essai de moteur, on enlève les cales, il se penche hors de la carlingue pour tendre la main à la torpille, pour lui serrer la main de la torpille, et en lui serrant la main, juste avant de mettre la sauce pour décoller, il lui dit: ah, à propos, j'ai oublié de te dire que je partais pour l'Amérique du Sud. Il allait à Toulouse recevoir les instructions et de là prendre un bateau au Havre ou à Bordeaux pour l'Argentine. Alors ça, c'est une mutation salvatrice. Puis il y en avait d'autres, il y en avait de tous les genres. Une occasion professionnelle qui est à fixer fait que le pilote se trouve en panne à bord d'un terrain d'une ville de la frontière du Paraguay et de l'Argentine. Il a été par exemple inauguré un terrain, ou plutôt étudier et examiner un terrain que l'on avait préparé, car là-bas les municipalités, pour avoir leur gare aérienne, montaient à leur compte, fabriquaient à leur compte des terrains coûteux. Et c'était d'ailleurs assez émouvant, et on peut rendre compte de cet enthousiasme naissant autour des lignes aériennes, cette nouvelle forme du progrès. Le mot progrès, dans les discussions électorales, avait un sens. C'était, dans les discours politiques, avait un sens. Ça n'était pas comme en France, une vieille rengaine, un mot radical socialiste. C'était là-bas un mot concret qu'on pouvait prononcer sans se salir la bouche avec des termes usés. Et alors le pilote se pose donc sur un terrain qu'il va examiner et s'y enlise. Ou bien il s'y enlise, ou bien il a un petit accident et se casse une jambe. Mais je préfère qu'il s'y enlise parce que
on ne voit pas très bien, il est mieux qu'il ait gardé son avion pour repartir, à moins qu'un camarade vienne plus tard le chercher, c'est possible. Enfin, il a un petit accident. Et il a là, évidemment, comme dans tous ces cas-là, tout le village autour de lui, les avions étant rares à l'époque. Tout le monde est là, le maire, enfin toute la municipalité, le curé, l'instituteur, des colons des environs. Et tout le monde veut l'emmener. Mais il se décide, alors qu'il y a de belles Packard et de Chrysler et des Buick et de tout, il se décide pour une vieille Ford haute sur pattes, ancien modèle, qui l'attendrit, et dont surtout le propriétaire l'attendrit, soit par ses remarques, soit par son chapeau bizarre, soit par... il y a quelque chose de gentil là, il sent que ça le fera plaisir, et il accepte l'hospitalité de cette vieille Ford. Je vous dirais que je bafouille un peu parce que je suis allé redormir une demi-heure, étant donné que j'avais sommeil, et je me suis réembrumé l'esprit. Il faudrait que je boive du café, sinon ça va m'interrompre. C'est vrai que si je m'interromps, vous n'en saurez rien, je ne vous ferai pas passer 3 disques silencieux pour écouter mon silence pendant que je bois du café. Alors j'aurai l'air d'avoir continué à parler. Bon, j'y suis, alors j'y reste. Il se trouve donc emmené par ce personnage dans une extraordinaire propriété, que je n'ai pas besoin de redécrire, et où il fera peu à peu connaissance des jeunes filles, sans leur parler, sans qu'elles parlent. Il les redécouvrira partout pendant le commencement de l'après-midi, partout qu'il examine. J'aime mieux d'ailleurs qu'il ait un bras cassé plutôt qu'une jambe, parce que comme ça il peut se mouvoir. S'il a quelque chose de cassé, c'est un bras. Et alors, partout, il l'examine à la dérobée. Puis de temps en temps, on les voit qui se regardent et qui éclatent de rire, d'un petit rire mystérieux. Elles sont très amusées par cette espèce de coléoptère que leur père a ramené dans la maison. Et il leur fait quelques bassesses pour se concilier ces deux fées silencieuses. Ça marche pas du tout. Ils n'ont pas du tout besoin de ça. Et elles rient. Elles rient et elles se sauvent, elles disparaissent. Elles sont continuellement escamotées. Quant au père, lui, il fait de l'élevage d'abeilles. Il n'y a que l'élevage des abeilles qui est de l'intérêt sur la planète. L'élevage des abeilles, il devient très lyrique quand il en parle, il n'y a que ça de vrai. Et il entreprend déjà le pilote sur l'élevage des abeilles. On a fait connaissance des abeilles par un nid sauvage qui se trouvait sous la véranda. On a pris le café sous la véranda après le repas, et là, comme le pilote racontait une histoire un peu forte, une des jeunes filles, c'est la première fois qu'elle a parlé, lui a dit parlez moins fort, les abeilles n'aiment pas qu'on parle fort. D'un air de reproche, là. Alors il a regardé en l'air, il a vu le nid, puis les abeilles qui commençaient à tourner autour, en colère. Alors il a baissé de ton, et chaque fois qu'il parlera un peu fort, on lui dira parlez pas si fort, les abeilles n'aiment pas du tout ça. Ça leur déplaît beaucoup. Et peu à peu, au cours des jours suivants, une sorte de sentiment assez neuf commence à se former dans l'homme, dans le pilote. Il commence à devenir grave et ému. Et autour de lui aussi, les petites filles s'apprivoisent et deviennent graves et émues. On peut exprimer cela, la naissance à la gravité. Les rires qui éclataient toujours, qui fusaient toujours, qui allaient toujours jusqu'au bout, ils avortent. Ils se terminent par une espèce de mouvement intérieur, qui n'est plus du rire, qui est du sourire. Il y a l'invention du sourire dans cette histoire. Et je change de disque. Il y a l'invention du sourire,
et puis de la gravité. Le sourire devient de plus en plus ébauché. Et c'est une transformation du visage qui naît à l'amour. Et il y a un test de cette transformation chez le pilote, qui est que son radiotélégraphiste, qui loge dans un village des environs, et qui parle un langage gaulois et cavalier, quand il vient voir son pilote pour lui demander des instructions, parce qu'il se trouve qu'ils ont quand même quelque chose à faire, et que le pilote étant blessé, c'est le radio qui va examiner les terrains, par exemple. Alors le radio lui dit, oh, il y a de la belle poule ici. Et ça a choqué le pilote. Il n'a pas ri comme il aurait ri généreusement dans une autre escale. Et quand le radio arrive en disant, et en clignant de l'œil droit en disant, hey, ça marche, le pilote ne veut pas le choquer. Le radio ne comprendrait pas s'il prenait l'air offusqué. Mais il y a une gêne qui s'introduit là-dedans et qui peut être rendue assez jolie. Parce que ce qui se passe a de la qualité. Et ça n'est plus sur ce plan des aventures d'escale. Et on le sent. Il y a aussi de temps en temps la visite de l'inspecteur, qui est le même que celui de Toulouse, que l'on retrouve. Et l'inspecteur est évidemment très émoustillé par les jeunes filles, il les trouve très belles. Quant au père, il trouve l'inspecteur très beau. L'inspecteur a un beau costume, l'inspecteur parle un langage pompeux, l'inspecteur feint de s'intéresser aux abeilles. Et on sent que le père le regarde avec attention. Plutôt on le sentira plus tard. Non, pour le moment, l'inspecteur est encore entièrement neutre, et c'est le pilote que le père considère avec sympathie. Il le considère avec sympathie pour une raison simple, c'est que les abeilles étaient en train, il y avait quelque chose qui se passait chez les abeilles, ça n'allait pas. Les abeilles, pour une raison absolument inconnue et mystérieuse, étaient brouillées. Elles étaient brouillées avec la famille. Ça donnait lieu à de grandes conversations sur le cas des abeilles. Qu'est-ce qui ne leur plaît pas ici aux abeilles? On sentait qu'elles formaient des essaims et qu'elles allaient déserter les ruches. Il y a peut-être déjà 1, 2 ou 3 ruches qui ont émigré. Et puis l'arrivée du pilote, ça a tout changé. Les abeilles se réconcilient avec la maison. Et probablement ils l'aiment bien, il leur est sympathique. Alors, pour le père, il est un personnage considérable puisqu'il il est sympathique aux abeilles. Il est un élément de leur stabilité. Comme on a bien préparé l'histoire des abeilles qui n'aiment pas qu'on parle fort, on peut montrer qu'une des 2 jeunes filles n'aime pas l'inspecteur. Elle n'aime pas car, comme l'autre fredonnait un petit air sous la véranda, à un moment où elle arrive, là, elle aurait qu'une espèce d'espièglerie, un peu noirâtre. Elle lui dit, oh, vous avez une voix ravissante, si vous chantez-moi cette chanson un peu. Ah, mais votre voix est splendide, là, vous devriez donner un peu plus de voix. Puis alors, quand l'autre s'enhardit et entonne avec un noble orgueil, son air idiot, de plus en plus fort, elle se retire discrètement avec un tout petit coup d'œil en l'air. On n'a pas besoin de voir les abeilles. Elle jette un petit coup d'œil au plafond, et on sait ce qui va suivre. Et on laisse l'inspecteur, s'égosillant, et directement situé sous l'épée de Damoclès, qui va se décrocher. Ça, on ne le voit pas. C'est plus drôle d'exprimer la réussite de l'histoire par une autre soirée où on lui demande encore de chanter et où il fait beaucoup de manières, alors qu'il n'en a fait aucune la première fois, il n'a pas du tout envie de chanter. Et il jette, ça se termine sur un tout petit coup d'œil qu'il lance en l'air, tandis qu'il refuse de chanter sous des prétextes variés. Et les jeunes filles s'amusent beaucoup de jouer ce jeu avec lui et de le prier de chanter. Mais enfin, ce n'est pas le personnage essentiel de l'histoire, c'est le pilote. Et le pilote, lui, commence à découvrir qu'il en a assez des mutations. Il en a assez. Il vient de rentrer dans un univers, qui peut être définitif. Il est arrivé, il sent qu'il est arrivé. Et ça lui est très, très merveilleux d'être arrivé. Et il commence à s'intéresser vraiment aux abeilles, il commence à s'intéresser vraiment aux histoires d'animaux des petites filles. Parce que les petites filles ont beaucoup d'histoires d'animaux.
elles vivent dans une espèce de communauté qui est tout de même assez gentille. Et par exemple, il y a l'épisode du Cobra. Et je vais raconter l'épisode du Cobra. Et je vais changer de disque. Au revoir Jean Renoir, à tout à l'heure. Le temps que vous changiez de disque vous-même. Je vous fais d'abord remarquer, cher Renoir, que je me suis réveillé, que je suis un peu moins gaga. Alors, l'histoire du Cobra, je vais vous raconter l'histoire du Cobra. Je vais la placer dans la bouche de la jeune fille, comme je l'ai entendu. Alors je montais donc à cet arbre, et puis en arrivant, en me hissant en dessus d'une branche très haut, j'allais dénicher un nid d'oiseau, ou plutôt j'allais, pas dénicher, j'allais voir ce qui devenait, s'il grossissait, si ça allait bien. Et je me suis trouvé nez à nez avec un cobra qui, brusquement, est apparu à peut-être 20 cm de mon visage, et qui s'est gonflé. Et j'ai compris que le cobra était dans une grande colère. Et j'ai plus osé bouger, je suis demeuré pétri de peur, toute blanche, immobile, figée devant mon cobra, qui oscillait à 20 cm de mon nez. Et puis nous nous sommes regardés. Et moi je me sentais très glacé, et mais je lui disais, mon petit cobra, laisse-moi descendre, je ne te veux aucun mal, mon petit cobra, tu sais, mais je suis une amie, laisse-moi m'en aller, mon cobra, tu es un très joli petit cobra, un cobra comme toi, il y en a, comme cobra, tu es ravissant, et tu n'as aucune raison de me faire du mal. Et puis peu à peu, le cobra s'est dégonflé. Il s'est dégonflé, il est resté là devant moi, et il a repris l'attitude normale du serpent pas en colère. Et alors j'ai tenté le coup, il fallait bien me décider. Et j'ai commencé à me laisser glisser doucement en dessous de cette branche. Et le cobra m'a laissé faire, il m'a permis de descendre. Mais il m'a suivi. Il m'a suivi parce que je ne sais pas pourquoi, je l'intriguais, je l'intéressais, ou bien il me trouvait gentille. Il n'y a pas de raison, c'est peut-être ça. Et alors il m'a suivi de branche en branche. Pendant toute ma descente de l'arbre, j'ai été suivi par le cobra. Ça avait l'air d'intéresser énormément ma façon de descendre d'un arbre. Puis quand je suis arrivé en bas, ben, je suis parti. Alors là, j'ai fait une gaffe que nous mettrons dans la bouche de l'inspecteur, à moins que la scène soit montrée. Ou du moins, elle peut être à la fois racontée et montrée. L'inspecteur lui dira, alors vous avez réussi à le faire tuer? L'idée qu'un cobra, on ne le tue pas, ne peut pas passer dans la tête d'un inspecteur. Et alors la petite jeune fille a été tout à fait scandalisée. Elle lui a dit, mais pourquoi le tuer? Puisqu'il m'avait sauvé la vie, il m'avait donné la vie. Mais ça aurait été un abus de confiance affreux de tuer ce cobra. On lui a laissé cet arbre-là, ben maintenant c'est son arbre, il loge là, enfin, c'est tout, on a fait un arrangement. Alors il se trouve que le pilote pourra être mêlé à des histoires d'animaux. Par exemple, l'intimité commencera, l'intimité véritable, le jour où il aura voulu lui rendre un service en tuant, par exemple, dans la forêt, un animal qui lui paraissait menaçant pour la petite fille, ou en tirant dessus. Et la petite fille sera sincèrement indignée en lui disant, mais enfin tout de même, je sais bien ce qu'il pensait, il ne me voulait aucun mal. Et elle lui montrera en effet qu'il ne lui voulait aucun mal, car il se passera quelque chose, elle le caressera, elle réparera l'injustice du pilote. Et tout ça sera très, très gentil, puis tout de même elle aura de l'estime pour lui, parce qu'il y a des choses qu'il comprendra. Et alors voilà que le pilote sent la ligne de plus en plus loin, et la compagnie et les camarades, parce qu'il n'est pas mêlé à ce réseau de relations. Il est là très isolé dans son espèce de monastère. Mais l'inspecteur ramène les bruits du dehors.
un beau jour, il les ramène de façon beaucoup plus pressante. Négrin a disparu. Négrin a disparu et on le recherche. Et le récit de ces recherches et de tous les mouvements auxquels elles donnent lieu, des conciliabules dans les bureaux, des examens des cartes, des décollages d'avions, tout cela, nous, le pilote, par les mille liens qu'il avait pu ignorer, mais qui étaient latents en lui, parce que on est dans la vie gouverné par ce qui est dense en soi, et pas par ce qui semble agréable ou heureux ou paisible. On va toujours vers sa propre densité. C'est là où il y a un réseau de liens complexes que l'on est prisonnier. On est prisonnier de soi-même, plus exactement, et on est constitué par ce réseau de liens. Alors, la compagnie renaît en lui, ou plutôt, il se retrouve être une des cellules de cet ensemble, avec toutes les ramifications nerveuses, tous les retentissements. Tout de même, il va rire quand on lui rapportera le mot d'un tel. Le mot de Prunetta, par exemple, dans l'orage. Le Prunetta qui est disparu. Dans l'orage, son pilote l'engueule et lui dit, tu pourrais tout de même me passer des messages radio, tu vois bien qu'on va se casser la gueule, il fait nuit. Et comme évidemment les éclairs empêchent le radio d'entendre, parce que chaque éclair est un parasite retentissant, alors le radio lui répond un petit bout de papier dans lequel il écrit « Dieu le Père est en train de passer ses messages et il a priorité ». Alors il peut rire, puis ça le resitue là-dedans, puis voilà que tout à coup, aussi charmant, aussi délicieux, aussi paisible que ce soit, cette maison ne fait appel en lui à des choses non exercées, comme l'amour. Il n'est pas du tout élevé à l'amour, et tout ça est une surface qui deviendrait peut-être extrêmement profonde, qui formerait peut-être un étang profond plus tard. Mais pour le moment, c'est une surface, l'étang profond, c'est le métier. Et bientôt, il est compris qu'il n'est pas question qu'il ne reparte pas. Le père, évidemment, est indigné, parce que alors les abeilles, qu'est-ce qu'elles vont faire, les abeilles? Elles s'étaient raccommodées, là, mais on ne sait pas. Et on apprendra, en effet, plus tard, que les abeilles ont fini par partir. Il s'en doute bien, il suffit de regarder l'inspecteur. Si l'inspecteur revient un peu ici, ça va dégoûter les abeilles, elles s'en iront. C'est ce que pense l'une des jeunes filles, l'autre pense rien. C'est une petite fille bien toute gentille, qui peut-être un peu est flattée par les compliments gros comme des pattes d'éléphant de l'inspecteur. Et non, il arrive que le pilote s'évade. Et qu'il y a une scène où il n'embrasse pas la petite fille, une scène où il aurait pu l'embrasser. Ça a été le sommet de la ligne de l'amour, et au moment où elle est assez émue, alors tout à coup il se rappelle celle qu'il a endormie dans ses larmes, là, qu'il a plongée dans ses larmes à Toulouse. Il n'a pas droit à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? En quel nom ferait-il ici un drame et laisserait-il quelque chose de... Alors il n'embrasse pas, il est triste, il ne sait pas très bien sa grandeur, là, parce qu'il n'a pas l'impression qu'il refuse ce baiser par conscience d'un rôle plus vaste et plus amer peut-être que celui d'élever des abeilles dans ce ravissant monastère. Mais déjà, c'est une naissance de la grandeur en lui. Il est tout de même un peu berger. C'est pour protéger la jeune fille qu'il ne l'embrasse pas. C'est ce que doit rendre la scène. Elle pense peut-être qu'il est cruel, mais lui, il est comme responsable d'elle. Et c'est ce sentiment de responsabilité de l'homme sur l'ensemble de la planète dont il faut rendre compte de plus en plus. Être homme, c'est être responsable. Eh bien, il est responsable de cette âme de petite fille, qui va peut-être être rayée et abîmée par une forme de chagrin injuste, par l'amertume. Il ne faut pas qu'elle soit amère. Et alors, au lieu de l'embrasser, il lui fait un discours sur les étoiles et les animaux, quelque chose en sourdine, très gentil, dans laquelle il la rend vaste. Il la guérit de l'amertume qu'elle pourrait éprouver étant devenue un peu amoureuse et voyant s'en aller celui qu'elle
qu'elle croit qu'elle va aimer. Il endort l'amour en elle en le remplaçant par quelque chose d'autre. Elle ne sera pas amère envers lui, elle ne trouvera pas que vraiment il n'a pas été gentil. L'amour s'est transformé en une espèce de leçon, de leçon très belle sur les étoiles. Il lui parle des étoiles. Elle lui parle des animaux, il lui parle des étoiles. Et il lui explique des choses sur les étoiles, et il choisit un genre d'explication qui exprime quelque chose du présent. Tout cela est à penser et à écrire, évidemment. Mais c'est le son. C'est le son que je veux vous dire. Et puis alors, on vient le chercher si son avion a été cassé, ou il part sur son avion s'il n'a pas été cassé, assez brusquement, comme ça, renoué par tous ses liens, rattaché à toutes ces, comme ça, cette structure. Et il part à la recherche de Prunetta. On m'appelle au téléphone, Jean Renoir, alors je vous quitte et je coupe ce disque. Je reprendrai sur le disque suivant. Au revoir. Je vais vous raconter l'histoire de Prunetta, mais d'abord, je vais vous épater un petit coup. Je vais vous montrer comme j'ai une belle voix. Je vais vous offrir une récréation en vous chantant une petite chanson. Et ça, c'est pour vous faire plaisir. Celui-là qui était mon père n'a jamais connu mon nom. Oh, je m'embrouille, je prie trop. Non, je vais en prendre une autre. Celle-là est trop longue. Pour retrouver un jour ma douce, oh mes bouées, oh là la la. Au mille mers je naviguais, oh mes bouées, oh là la. Des mers du nord aux mers du sud, oh mes bouées, oh là la. Quand je les retrouvais, je me noyais, oh mes bouées, oh là la. Maintenant, on va faire une autre expérience, toujours comme récréation. Prenez un jeu de cartes, Jean Renoir. Mêlez-le. Tirez une carte, sans la regarder. Mettez-la sur votre genou. Comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3, regardez-la. C'est le 7 de carreau. Maintenant, si j'ai raté, exprès, il ne faut pas m'en vouloir, parce que je suis un peu loin. Alors, j'ai mal raconté l'histoire des jeunes filles, parce que, comme vous l'avez fait remarquer, justement, ou Halloween, la troisième partie n'a aucun sens si l'histoire des jeunes filles a été conclue. Il est donc tout à fait nécessaire que le pilote parte avec l'impression que tout de même un jour il aura droit à cette oasis calme, à ces ruchers d'abeilles et à cette princesse merveilleuse. Ça c'est embêtant, j'ai une cigarette et j'ai pas de feu. Dites donc, Jean Renoir, si vous étiez gentil, vous me rendriez un service, vous me passeriez une allumette. Parce que j'ai une cigarette et pas de feu. Alors c'est le supplice de Tantale. Ah bah si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Bon, alors je réenchaîne mon histoire. Tant pis pour ma cigarette. Alors, la troisième partie, elle, se trouve en Afrique. Mon pilote part. Mon pilote part et il se trouve qu'il a un accident nocturne. Cet accident sera raconté, vu par l'équipage, vu par le pilote, le radiotélégraphiste et éventuellement un mécanicien pour qu'il soit 3. Il se lit dans les conciliabules secrets, les coups d'œil sur les instruments, les gestes entendus. C'est très important un geste entendu quand le public ne comprend pas ce que signifie ce geste entendu. Il a l'air de participer à un secret, ce qui est énoncé à moins de poids. Mais le geste entendu fait devant le public à son prolongement, lui. Je crois beaucoup en cela. Zut, je n'ai toujours pas de feu. Tant pis. Alors donc,
Alors donc, je vous demande pardon, je l'avais quitté, on avait sonné à la porte. Non, non, c'était pas une mignonne, Jean Noir, c'était un barbu. Ouais. Alors je l'ai renvoyé, les barbus, c'est pas du tout intéressant. Puis alors au moment de l'accident même, il y a rupture, éclatement, enfin une façon de se décomposer devant leurs yeux les instruments de bord qui peut être expressive. Puis alors ils se retrouvent devant l'avion, et là ce n'est pas la peine que je détaille cette partie, c'est l'histoire dans le désert, avec la recherche du signe que la vie est permise, c'est-à-dire le brin d'herbe, avec ce qui peut donner la sensation du temps ou de l'immensité, avec les mirages, puis les hallucinations, et dans les hallucinations, celle de la maison. Et si vous regardez dans Terre des Hommes, je raconte l'arrivée à un couvent de franciscains, et ça peut être l'arrivée à la maison, chez la vieille gouvernante, qui donne à boire un verre de lait. Je crois que c'est assez joli de transposer ça. C'est l'arrivée à la vieille gouvernante qui dit « Mon pauvre petit, qu'est-ce que vous allez être allé faire là-bas ?» et la gouvernante est là, et c'est tout naturel que ce vieux château, dans son vieux parc, se trouve offert sur une colline du désert de Libye, qui d'ailleurs ici est le Sahara. Et de même que dans mon histoire, je me suis répété cette arrivée au couvent de Dominicains. Je me suis répété 15 fois. 15 fois, j'ai monté la colline de sable rugueux, et puis je suis arrivé à une petite porte, et puis j'ai sonné à la petite porte, et puis le père portier, le frère portier est venu m'ouvrir. Et bien là, de même, on voit que c'est un mirage, est-ce qu'il revient, il arrive de nouveau à la vieille gouvernante, et il arrive de nouveau à la vieille gouvernante, et il arrive de nouveau, et il perfectionne son histoire en ajoutant des mots, en buvant un peu plus de lait, puis évidemment, quand il a bu son lait, il n'a plus rien à faire. Cette histoire marche plus, alors il recommence, et il regrimpe sa colline, et il a de plus en plus soif, et il a de plus en plus chaud, et il est de nouveau de plus en plus accueilli par cette espèce d'immense vieille gouvernante qui représente tout l'accueil et toute la chaleur et la protection de la vie et la paix de l'enfance, etc. Et puis il y a aussi les éléments de brouille entre le pilote et le radiotélégraphiste, parce que dans ces circonstances-là, je l'ai observé, on est assez agressif. Il ne faut pas se parler, il vaut mieux s'imposer le silence. Et il s'impose le silence. Et alors, au lieu d'arriver aux Bédouins de Libye, ils arrivent aux Sahariens. Ils arrivent à un réseau qui part en guerre contre la Drare. Et là, ils sont non pas des chrétiens, parmi des croyants, des roumis parmi des croyants, mais ils sont des hommes qui meurent de soif parmi les compagnons du désert. Alors, je vais changer de disque, Jean Renoir. Pardonnez-moi de vous faire faux bond quelques minutes. De temps en temps, je bafouille un peu et je bégaye. Mais vous savez, ce n'est pas très commode de parler devant un instrument comme ça, c'est plutôt intimidant. Entre parenthèses, j'espère que vous trouvez comme moi qui marche très bien et qu'on comprend bien, et que Didon ne dit plus que je bredouille. Enfin, parce que je bredouille pas du tout. Alors, je reprends mon histoire, ils sont donc là, des hommes qui meurent de soif parmi les compagnons du désert, ou donner de l'eau à celui qui meurt du soif est devenu une espèce de tradition sacrée, enfin une nécessité sociale. L'homme qui meurt de soif est respectable, parce que le danger du désert, c'est le puits qui est tari. On arrive au puits et il est sec, et on creuse 50 mètres de profondeur, ou enfin 10 mètres de profondeur de sable sous les 100, parce que le puits sans sable, le puits à 100 mètres de profondeur, par exemple, et il y a 10 mètres de sable dans le fond qu'il faut creuser. Et on arrive, en principe, à une espèce de boue qui est l'eau. Mais là, ce n'est pas le cas. On n'arrive à rien. Un puits est ensablé. Alors, les hommes meurent. Et évidemment, quand on les retrouve, c'est une espèce de grande fête. On donne à boire. Et d'abord, ils sont reçus et
on les découvre mourant de soif et on leur donne à boire. Puis ensuite, une fois qu'ils ont bu, ils deviennent bien des roumis parmi les fidèles, des individus qui ne sont plus des individus, qui n'ont plus qualité des individus. Parce que ce qui est terrible chez les morts dissidents, c'est que toute discussion est rendue impossible par le fait qu'on n'est pas un homme pour eux, on est un animal répugnant. Ils se détournent de vous en crachant, les Arabes dissidents, quand ils vous rencontrent. Ce n'est pas du tout un homme qui engueule un homme, ou qui menace un homme. C'est un homme devant le crapaud, ou le cloporte. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils ont été sauvés par les autres, ils sont devenus en quelque sorte leurs fils. Et on ne peut pas massacrer celui auquel on a donné la vie. Celui-là, on en est ensemble responsable. Et ils les reçoivent. Et il se trouve que ce Retsu descend sur Attar pour attaquer Attar, en somme pour faire une espèce d'agacerie d'amour à Bonafous. On a entendu dire que le capitaine Bonafous, qui est leur ennemi respecté et admiré, dont les légendes circulent dans tous les sables, on a entendu dire que Bonafous allait rentrer en France, qu'il était muté en France, et tout à coup, ils ont senti que leur désert perdrait son pôle si Bonafous s'en allait. J'aurais plus une merveilleuse histoire à raconter sur les poursuites de Bonafous, sur les tentatives d'assassinat de Bonafous. Il n'y aurait plus de prestige dans les dunes, dans la nuit, dans la tente, dans le campement. Et il est important que Bonafous reste. Et ils vont l'attaquer parce que Bonafous s'ennuie un peu, il pense qu'il ne fait pas assez la guerre, c'est pour ça qu'il a envie d'aller voir les femmes. Mais s'ils lui font la guerre, alors Bonafous va comprendre que c'est bougrement plus intéressant de rester. Ce qui est intéressant, c'est la guerre. Donc, il assiste à cette espèce de mélange de guerre et d'amour. Ce mélange de guerre et d'amour qu'est la guerre saharienne, où il se joue une somme de grandes tragédies émouvantes, qui prend les hommes au cœur, qui font que le récit, le soir dans le campement, a un sens, parce qu'il y a un Bonafous quelque part, et qu'il ne sait pas départager s'ils le haïssent ou s'ils l'aiment, c'est très complexe. J'ai oublié de dire un peu plus haut l'essentiel de l'histoire de la soif et de l'arrivée, c'est que pour l'équipage, pour le pilote, ça avait été la montée vers l'homme. Une fois perdu sur cette planète aride et désertique, dont l'humanité avait émigré en les oubliant, il s'était mis en marche progressivement, non pas vers un bistrot comme dans la campagne française, non pas vers une tribu comme ça aurait pu être le cas, mais progressivement c'est vers l'homme qu'il marchait, vers l'espèce humaine qui avait été émigrée, ils les avaient laissés seuls. Et quand ils ont rencontré les Arabes, c'est l'espèce humaine qu'ils ont découvert en eux. C'était une chose très haute. Et cette espèce humaine qu'ils ont découverte les a fait passer tout à fait d'emblée, a fait passer le pilote sur ce plan qu'on en avait plusieurs fois pressenti, en particulier quand il avait quitté sa petite jeune fille, en lui parlant des étoiles, au moment où la conversation virait à l'amour, et où il était devenu un peu berger. Eh bien, il se trouve là, c'est à signifier par des détails bien choisis, il se trouve là qu'il devient de plus en plus berger. Il est tout à coup un berger immense, il est tout à coup un homme qui remplit un rôle social et qui protège, aide, assiste, enveloppe ceux qui vivent de l'amour, qui élèvent des abeilles, qui font des enfants et les allaitent, vie à laquelle il n'a pas droit parce qu'il la domine, comme le prêtre d'une religion qui s'occupe des histoires de famille et qui n'entre pas dans les familles. Et maintenant reste à lier avec la finale du film
la conclusion de l'histoire des jeunes filles. Je vais vous demander la permission de réfléchir 10 minutes parce que j'ai pas du tout pensé à ça. Encore. Alors vous ne vous apercevrez pas de ce que je vous fais attendre parce que vous enchaînerez le disque directement. Mais dites-vous que ce court silence aura été meublé par une puissante méditation. Une méditation de gueule de bois, ce qui la rend plus difficile encore. Ah, Jean Renoir, je regrette beaucoup Hollywood, pas pour Hollywood, mais pour vous. Parce que vous êtes vraiment un des hommes de cette planète pour lequel j'ai le plus d'amitié et le plus d'estime. J'aime beaucoup votre façon de penser, de regarder les choses, de brasser les choses. Et voilà, et j'ai fait une déclaration. Je coupe.